La deuxième accusation était plus directe et venait du même milieu, le dispositif d'accueil, largement dominé par les approches psychodynamiques et les références psychanalytiques. Cela ne veut d'ailleurs pas dire que la psychanalyse y était vraiment exercée, mais seulement que ces outils conceptuels accompagnaient et coloraient les références propres aux médecins, aux psychologues, aux éducateurs et aux travailleurs sociaux. Quand les parents de l'association Autisme France se battirent dans les années 80 pour que leurs enfants aient de l'éducation et pas seulement du soin, ils cherchèrent des modèles qu'ils ne trouvèrent pas en France, mais dans les méthodes du comportementalisme américain. Or, celui-ci fait partie de la culture américaine, et il y trouve son équilibre avec les préoccupations puissantes de cette société relatives à la protection physique, psychologique et morale des enfants, et même avec la psychanalyse, qui est une référence importante pour les adultes dans ce pays. C'est une cohabitation culturelle que nous montrent depuis toujours les acteurs du cinéma américain. Mais il est vrai que des parents français qui importent une approche inconnue ici pouvaient l'investir de manière segmentaire en cultivant ces aspects les plus simplistes au détriment de cet équilibre, favorisant ainsi des dérives effectivement maltraitantes, et il y en eut quelques exemples. Le patterning, ce qu'on appelait la méthode Doman, une rééducation précoce intensive des petits, proche de certaines formes de l'ABA, fut proscrite par le ministère des Affaires sociales en 1987, après une étude de Stanislas Stankiewicz avec ses élèves de l'hôpital Trousseau, Daniel Hanquin, actuel responsable du centre antidouleur, et Isabelle Camelin, neuropédiatre. Un des premiers centres comportementalistes, l'IME Notre École de Paris, manqua d'être fermé vers 1990 après que des mauvais traitements y furent dénoncés par des stagiaires et que, pour la même raison, les parents Pierre et Nicole Toureille en retirèrent leurs enfants pour créer l'association Pro-Aide Autisme et ses centrariats. Ceux-ci devinrent ensuite les représentants en France du TEACH, des Américains Schopler et Messiboff. On ne sait pas vraiment quelle était la formation de l'étrange médecin qui fut impliqué dans la maltraitance à l'IME Notre École. Cette responsable de centre usait notamment de punitions dans un cabinet noir et de contraintes alimentaires sur les enfants. Il semble qu'on ait eu ici, c'était dans les années 80, une première expression institutionnelle en France des désaccords américains entre le comportementalisme dur de Lovaas, inventeur de l'ABA, et le comportementalisme doux de Schopler. Celui-ci finit par l'emporter. D'une part, l'IME Notre École fut restructurée en 1990 avec une orientation TEACH pour devenir, avec l'éducateur Jean-Paul Dionisi, une des plus belles réussites techniques et éthiques dans le médico-social spécialisé en autisme. D'autre part, le TEACH s'implanta dans de nombreux IME, hôpitaux de jour et même dans des services psychiatriques pour adultes, comme à Chartres avec le docteur Jacques Constant. Mais durant cette période, la majorité du monde psychiatrique voyait plutôt le comportementalisme comme un système de dressage, une forme de violence éducative. Plus encore, furent assimilés comme un seul ensemble éducation, cognitivisme, comportementalisme et dressage. Et c'est donc dans ce contexte que naquit l'accusation en retour envers le dispositif existant, et notamment envers les hôpitaux de jour, d'attendre chez les enfants autistes l'émergence du désir, entre guillemets, en faisant du gardiennage une autre forme de maltraitance, selon encore Stanislas Stankiewicz. Entre 1970 et 2010, ces accusations mutuelles faisaient partie de la pression sociale et politique sur l'État. D'un côté, là où l'approche psychodynamique se montrait réfractaire aux incursions comportementalistes,
il s'agissait de défendre le dispositif préexistant, et sans doute la majorité des postes à l'université. Alors, ce point de vue avait l'oreille de la DGS, la Direction Générale de la Santé. De l'autre côté, les contre-accusations lancées par des associations et des professionnels comportementalistes obtenaient des ouvertures de nouveaux centres du côté de la DGS, la Direction des Affaires sociales. C'est sans doute pourquoi la coordination du sanitaire et du médico-social, incluant celle de ses bureaux ministériels, la DGS et la DGAS, une coordination qui est un credo récité depuis 30 ans pour le bénéfice de la bientraitance des enfants autistes, est resté longtemps un vœu pieux. Les échanges au travers des associations, des organismes ou des revues étaient vifs, mais personne ne recherchait l'arbitrage de la justice pour des cas concrets. Sans doute ne pensait-on pas que les lois étaient vraiment transgressées. On avait l'intuition que recourir aux tribunaux donnerait des résultats opposés à ceux qu'on escomptait. Cela fut confirmé par ce qu'il advint de l'approche dite la communication facilitée. C'était une de ces méthodes à la mode dans les années 90, venue d'Australie. Dans l'hubris de son succès auprès des parents et de professionnels, des comportementalistes et des psychanalystes, notons-le, elle franchit la ligne. Aux bondieuseries que les orthophonistes pratiquantes faisaient écrire aux enfants en guidant leurs bras, s'ajoutèrent des plaintes sur des mauvais traitements ou des abus sexuels exercés par leurs parents. Les tribunaux américains durent les examiner au cas par cas et condamnèrent les allégations fausses dictées par les praticiens. Cela fit disparaître cette approche de la collection des méthodes qui marchent. Observons cependant que, après 2010, dans ce domaine aussi comme pour ce qui concerne l'État, le recours à l'arbitrage juridique augmente. Par exemple, la psychologue Vinca Rivière, qui est une figure d'une variété du comportementalisme ABA dans la région de Lille, a usé du procès en diffamation en 2012 contre un parent, Fernando Ramos. Il avait accusé son unité, le Centre Camus, de maltraitance et l'ARS du Nord fit ensuite une enquête défavorable aux pratiques de ce service. En décembre 2014, bien qu'elle fût soutenue par d'autres parents, elle perdit son procès contre ce père et contre les journalistes de Mediapart et de La Montagne. Par exemple, un autre exemple, la tentative d'interdire le packing, qui est une modalité de l'accompagnement psychiatrique pour les automutilations graves. Elle est allée assez loin. Des services qui le pratiquent avec l'assentiment des parents à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ont eu la surprise en 2015 d'être audités par l'ONU qui leur a envoyé ses experts sur la torture. Cette emphase donnée à une accusation de maltraitance qui avait d'abord semblé rhétorique, une réponse du berger comportementaliste à la bergère psychanalyste, résultait de plusieurs plaintes déposées par des associations devant différentes instances, Conseil de l'ordre des médecins, Assemblée européenne. Elle reste encore sans lendemain au plan juridique, mais elle a influencé la recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé publiée en mars 2012, qui stigmatisa le packing en s'y opposant formellement en dehors d'un cadre de recherche autorisé, comme celui de Pierre Delon. Quelle est la réponse de l'État dans ces années 2010-2015 ? Les recommandations de bonne pratique peuvent-elles dissiper les maltraitances vraies ou supposées ? Celles qui concernent les adultes autistes, prévues pour 2016, sont en cours d'élaboration, mais le recul que nous avons pour celles des enfants et des adolescents, paru en mars 2012, je viens de les citer, nous enseigne sur leur portée. Le texte est un grand ensemble de thématiques et de préconisations variées qui résultent de l'expérience décennale de tous les contributeurs
associations, services, administrations, chercheurs. Beaucoup de ces recommandations concernent les parcours de soins, d'éducation et d'aide sociale, afin d'éviter les absences de prise en charge dès le début des troubles, les ruptures à tous les âges charnières ou lors des incidents et accidents de la vie, générateurs de crise et d'exclusion. Pour neutraliser le risque de maltraitance institutionnelle par défaut et ses conséquences aggravantes dans la famille, elles sont un point d'appui nouveau et majeur. Même si le texte n'est pas opposable, entre guillemets, c'est un terme juridique, administratif, n'est pas opposable au service au sens juridique du terme. La signature de ces deux agences de l'État que sont la Haute Autorité de Santé et l'ANESM donne un cadre de réflexion et d'action à tous les citoyens. Or, cette référence draine depuis 3 ans des équivoques durables dans la presse, les associations, les services et dans l'État lui-même. Cette bibliothèque plurielle de 120 pages est présentée le plus souvent comme un petit livre consacré à une thématique unique et sectaire, ce qui est guidé et entretenu par des actions de lobbying. Ses partisans comme ses adversaires ont investi les seules pages qui mentionnent la psychanalyse comme non consensuelle, historiquement elle ne l'a jamais été, et celles qui sont favorables au comportementalisme dans l'éducation. On néglige la dimension nouvelle et primordiale sur la sécurisation des parcours. Pour le public et les équipes concernées médusées, pour les familles les plus nombreuses, dont les enfants ont un parcours satisfaisant, le tapage médiatique a réduit les recommandations à un texte hystérique contre la psychanalyse et pour l'APA. Or, si on doit aussi discuter dans le détail de ces aspects du texte de la Haute Autorité de Santé, ces points sont plutôt secondaires. Par la priorité qu'il donne à la vigilance sur les parcours, il innove vers l'harmonisation du dispositif contre l'exclusion, ce qui sera dans l'avenir le véritable évaluateur de toutes les méthodes. La vive relance des accusations réciproques depuis 2012, emportant avec elle certains représentants de l'État à entacher sa fonction de régulation. Aux deux niveaux, politique, avec des ministres comme Marie-Arlette Carlotti, et administratif, avec des agents à tous les échelons, on imite des associations sectaires en bradissant la recommandation de la HAS comme un crucifix chassant le diable qui serait la psychanalyse tapie dans les services. En privilégiant ainsi la guerre des méthodes au profit de l'une d'elles, l'APA, plutôt que la sécurisation des parcours, s'agit-il seulement de la pauvreté intellectuelle de certains serviteurs de l'État, subjugués par des communicants d'associations, par exemple par le président d'un collectif de parents qui est un lobbyiste professionnel? Sans doute. Mais on ne peut écarter aussi que l'État s'offre aussi le camouflage de sa création insuffisante de places et de services utiles.